Heart be crazy, don't be by my side. And I know you're crazy, just to be your mind. Just to be by my side, just to hear my dream. You know you cry, it's only in my dream, and I could change the world. Just you with my friend, just to make me feel, baby, if I could change the world. Could resist them, just to in my dream, just to sing I have inside, just to on my dream. Yeah, and I know I have inside, it's only in my dream. How do you feel this time? It's just you in my dream, and I could change the world. Maybe if I could, you're like a hurricane. Just do if I feel you, just to something good, baby. If I could change, and you know, the world. Wow. Are you ready for the show? Monsieur Guy Favre en permission. If the world change the world, yeah. C'était dur après le repas et après quelques verres de vin. En vrai, pour le débat, ça va être pareil. Je compatis parce que comme ça, je suis excusé d'avance, je dis des conneries. Bamboléo! On fait le chapeau, ouais, vous bougez pas là. Qu'est-ce que vous voulez? On fait le titre à la demande. Manitas de platas. Yeah, just around. I was singing, you know, your baby, just you think I'm singing my world. Yeah, pleased to meet you. Get to save my head. So pleased to meet you, baby.
Ça dans des tourterelles. La première, c'est que quand j'écris, quand je suis en activité créatrice, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est quand on est en activité. Oula, j'ai mangé, j'ai bu un peu trop de vin rouge. Quand on est en activité créatrice, c'est là que les ondes kappa se mettent en place. Et donc, je ne peux pas, comme je vous le disais tout à l'heure, entrer dans les têtes, ni même accéder, ou en tout cas en moindre mesure, à la sphère de conscience collective qui est autour de la planète. Je ne fais que quand j'écris. Et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. En fait, c'est mes personnages qui m'ont enseigné ça. C'est-à-dire que mes personnages sont devenus comme des personnes à part entière. Et je me suis aperçu que je pouvais les envoyer quelque part et leur demander de me ramener des informations, et ils le font. Donc, si bien que, alors, je ne veux pas les appeler mes avatars, mais c'est un peu ça la technique. C'est-à-dire que c'est se transformer en polypode. En polypode, comme un poulpe, quelque chose comme ça, qui peut aller chercher des informations un peu partout et les rassembler. Et ces personnages, la chose la plus dure que j'ai à faire, c'est l'exploration du passé. L'exploration du passé, par les personnages, c'est très intéressant. Mais après, encore faut-il prouver que les informations qu'on rapporte, qui sont souvent issues de la mémoire des lieux, la mémoire des murs, etc., sont exactes. Et parce que j'aime pas travailler sur des choses non vérifiées. Et il se trouve que j'ai rencontré une certaine dame ici, qui s'appelle Nathalie, et qui m'aide beaucoup pour ça, parce qu'elle a une particularité. Quand elle visite un lieu historique, elle voit les scènes, elle ressent les coups si elle en a pris, ou si quelqu'un sur lequel elle est branchée en a pris, et elle peut raconter les histoires, et un certain nombre d'histoires, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en aurait pour très longtemps, mais un certain nombre d'histoires qu'elle a racontées, qui n'étaient pas dans les livres, on a finalement pu les vérifier. Donc c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup et qui m'apporte beaucoup de choses sur certaines scènes que j'ai envie de décrire, une fois que mes personnages m'ont rapporté des histoires, que ce soit sur Avignon, qui s'appelle Avenicius chez les Romains, et qui s'appelait avant Avenisis, le gouffre d'Isis, ou le port d'Isis. On a aussi de même les baumes de Venise, qui sont en fait les Balmas d'Avenisis, à côté d'Avignon. Dans les Balmas, c'était les grottes. C'était les grottes du port d'Isis. Et on peut retrouver un certain nombre de choses grâce à la linguistique. Une fois que moi j'ai fait ce travail de recherche linguistique, je vais sur les lieux avec Nathalie et qui m'infirme ou confirme ce que j'ai trouvé. Donc ça c'est très intéressant. Tu veux la parole? Non, c'est qui Isis? C'est qui Isis? Oui, c'est pas Daesh. C'est pas Daesh? Ah non, non. Il faut, quand on nous parle d'Isis, ils font ça beaucoup aux États-Unis. Ils parlent de l'Eil, qui est l'État islamiste. Ils l'appellent comme ça, ils l'appellent Isis, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est pas très bien d'associer le nom d'Isis à cette junte. Islamic State. Islamic State, ouais. Et c'est ça, Islamic State, mais pourquoi deux fois? C'est quoi? C'est du Moyen-Orient, donc... non, je sais pas. Bon. Mais la piste de Islamic State est pas mal, oui. Donc Isis, c'est qui? C'est une nana? C'est un mec? Donc quand on parle d'Isis, on parle aussi de Belisama, du temps des Celtes, qui était une déesse que tout le monde connaît par les Égyptiens, mais qui a eu des tas d'autres noms. Et j'ai poursuivi après pour essayer de trouver l'identité de cette Isis. On la trouve aussi sous le nom d'Inanna chez les Babyloniens, non, Ishtar chez les Babyloniens, Inanna chez les Sumériens. Bon, bref, comme toutes les déités du passé, les noms changent avec les cultures et avec les modes. Et donc ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est derrière. Donc pour ça, il faut remonter encore plus loin à la source des religions. C'est ce que fait mon livre. Il y a un voyage dans le temps jusqu'aux sources des religions, avant les religions monothéistes, et même bien avant, on remonte 200, 300 000 ans comme ça.
Donc ça, c'est pas dans le tome 1. Dans le tome 1, on remonte pour le moment que jusqu'au XIIe siècle. Mais au fil du temps, l'exploration va aller beaucoup plus loin. Alors tout ne va pas être vérifiable, mais il y a des indices quand même, je me fie à des indices, comme par exemple la carte de Piri Reis, qui était un pilote turc, qui avait une carte qui montre clairement l'Antarctique, vue de l'espace, avec les détails qu'on ne connaît qu'aujourd'hui. C'est l'Antarctique vue sans la glace, qu'on sait faire depuis qu'on a pu faire des cartographies avec des rayons X. Et c'est depuis peu qu'on est capable de voir l'Antarctique tel qu'il était dessiné sur cette carte en 1512. Donc la question est de savoir d'où ce gars, ce Piri Reis, tenait cette carte, puisqu'on sait qu'il y a de la glace sur l'Antarctique par carottage depuis 200 000 ans. Donc ça veut dire qu'a priori, soit ils avaient des moyens de voir. Bon, tu mettras ton grain de sel après. Moi j'étais sur des données de 200 000 ans. Donc en tout cas il y a très longtemps, et ça veut dire qu'à cette époque-là, soit on était capable de voir l'Antarctique d'en haut, sans les glaces, avec les glaces mais avec des rayons X, soit on a fait cette cartographie à un moment où l'Antarctique était en zone tempérée et n'avait pas de glace. Je crois que notre ami Frédéric Morin va intervenir, donc je reprendrai après. Non, mais c'est parce que sur la datation des glaces. Si, non, mais c'est pas grave. Non mais on a plein de problèmes de datation des monuments terrestres en fait. Par exemple le Sphinx, il y a des problèmes d'érosion par l'eau sur le Sphinx. Donc pour avoir de l'eau en plein désert, en fait, il faut remonter à 10, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc ça pose problème parce que le Sphinx, théoriquement, a dû être mis en place par les Égyptiens. Si on remonte à 12 000 ans avant, qu'il existait déjà et qu'il a été érodé par l'eau, ça veut dire que le Sphinx remonte peut-être à 20, 30, 40, 80 000 ans en arrière. Donc 80 000 ans, c'est un astronaute. C'est Armstrong, non, je me rappelle plus. C'est un astronaute qui explique que le Sphinx a au moins 80 000 ans. Et pour Piri Reis, c'est le même problème, c'est qu'on est sur une autre phase climatique. Pour voir en fait l'Antarctique dans tous ses détails au niveau cartographique, il faut remonter à une autre ère, à une ère qui était plus chaude, où il n'y avait pas de glace au pôle sud. Donc on est dans des cas de figure assez invraisemblables, puisque des cartes qui nous révèlent des données qui ont de toute façon plus de 10, 12 ou 15 000 ans. Or il y a 15 000 ans, tout le monde le sait, ou 20 000 ans, il n'y avait que des cueilleurs-chasseurs incapables d'écrire une carte. Donc on a un véritable problème historique d'approche de l'histoire terrestre dans notre civilisation occidentale, qui est liée à différents paramètres. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on essaye de caser tout sur 5000 ans, alors que de manière manifeste, on a des artefacts, des bâtiments et des choses qui ont vraisemblablement 80 000, 100 000, 200, 201 000 ans. Et on veut tout caser dans une petite fenêtre de 5000 ans. Et c'est une manière aussi de manipuler l'humain, c'est-à-dire qu'on restreint l'histoire pour restreindre aussi la capacité de l'humain à se projeter dans le temps ou à voir le temps. Goethe disait que si on n'avait pas une perspective historique de 3000 ans en arrière, on était incapable de vivre au présent convenablement avec l'histoire et notre temps. Et c'est une réalité. Si on réduit au niveau d'une civilisation l'histoire à quelques milliers d'années alors qu'il faudrait la voir sur des centaines de milliers d'années, eh bien on réduit le niveau de conscience des gens.
c'est une donnée qui est récurrente en archéologie. On a vraiment des gros problèmes en archéologie. Parce que dire qu'un monument a 80 000 ans, c'est inacceptable du point de vue de la science officielle. Et ça, c'est une réalité restrictive du point de vue mental. C'est mieux de voir les choses sur 3000 ans d'Égypte, alors que les Égyptiens n'ont fait que habiter ou aménager des pyramides. Ils sont absolument incapables de construire des pyramides de ces formes-là, enfin des bâtiments de ces formes-là. Donc la perspective d'Alex avec les réelles fictions nous permet, sans trop se prendre au sérieux, entre guillemets, de visiter et de prospecter dans le temps sur les centaines de milliers d'années. Parce qu'en réalité, ce que j'ai fait l'introduction du livre nous donne une inversion des valeurs, c'est que la réelle fiction qui se projette sur 250 000 ans est beaucoup plus proche de la réalité que la réalité historique académique officielle qui voudrait que psychiquement nous nous concentrions uniquement sur 5000 ans et que toute l'histoire humaine ait eu lieu, enfin l'histoire humaine écrite, historique et tout, ait eu lieu sur cette période. Donc c'est pour ça que toutes les discussions qu'on a eues souvent avec Alex depuis 10 ans, c'était de dire bon bah ça on ne peut pas en parler, on fait une réelle fiction. Et donc un certain nombre de réalités sont passées sous forme de réelle fiction, où la fiction était la réalité, mais pouvait passer sous cet angle-là. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu certainement l'introduction à la préface que j'ai écrite. Et je trouve ça assez fin. Enfin, c'est une manière de passer entre les gouttes, la réelle fiction, pour ouvrir les esprits sur des réalités de notre monde qui sont indéniables, qui sont scientifiquement éprouvées. Et pourtant, on ne peut pas le dire. Si j'étais, moi, dans une académie enseignant ou pas aux pièces, bon, j'ai été enseignant, hein, eh bien, je me ferais allumer. Pour ce que je suis en train de vous dire là, je perdrais mon poste. Si j'étais archéologue à l'académie, je vous raconte ça dans une séance publique à quelqu'un qui transmettrait l'information que je vous ai transmise ce soir, et je perdrai mon poste dans le mois qui suit. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en poste, qui ne peuvent pas dire certaines vérités, parce qu'ils ont leur fils à l'université, ils doivent rembourser les frais de barbarac et tout, ne vont pas dire la vérité aux gens. Ils vont simplement acquiescer et puis s'en tenir à l'histoire officielle, à la science officielle, et refuser de faire ça. Bon, moi je me suis libéré de tout ça, et puis je dirai ce que je veux, de toute façon, et je dirai ce que je pense, mais il faut le savoir. C'est dommage. Notre civilisation aura des perspectives que quand on se sera libéré de ce conditionnement mental autant scientifique qu'historique. Et les réelles fictions d'Alex, c'est une manière de déconditionner les choses de manière soft. Qu'on y croit pas, c'est pas le problème. C'est une manière un peu romantique, romanesque, d'ouvrir l'esprit. Et je trouve cette approche excellente. Ça me convient, je trouve ça super. Et puis après, dans les prochaines décennies, on ira plus loin avec d'autres approches. Ben voilà mon point de vue concernant ce travail remarquable qu'il a pu faire à il y a des années et des années. Je vais juste encore donner une précision par rapport à la Grande Pyramide, puisqu'elle a été évoquée. La Grande Pyramide de Khéops, dans le pyramidion et les rapports du pyramidion avec la pyramide de Khéops et avec les différentes mesures qu'on peut faire sur le tiers de la hauteur, etc., on trouve le mètre, bien avant qu'il soit inventé ici. On trouve, ça c'est les travaux de Grimaud, on trouve, donc je vous recommande le film La révélation des pyramides, que vous pouvez voir sur YouTube, librement. On trouve le nombre phi, 618, on trouve pi, on trouve même le nombre d'or, je viens de le dire. Voilà. Et c'est phi le nombre d'or. Hein. Et on trouve également la vitesse de la lumière exacte, comme on l'a mesuré depuis.
Tout ça inscrit dans la Grande Pyramide. Alors, Et l'alignement des étoiles d'Orion. l'alignement des étoiles d'Orion, oui, qui se retrouve dans le... Mais bon, il n'y a pas que les étoiles d'Orion, il y a surtout que c'est la direction dans laquelle regarde le Sphinx, qui normalement nous donne la date de la fabrication du Sphinx, et qui va être révélée dans un prochain film par Grimaud. J'ai eu l'info, mais je ne la donne pas parce que c'est ses recherches, mais il faut remonter très très loin. C'est quand Fomalhaut, qui est en fait l'étoile du petit Verseau, sera aligné avec les yeux du Sphinx. On fait 3 tours en arrière et on trouve la date de fabrication du Sphinx. Et je peux vous dire que ça remonte très très loin. Aujourd'hui. Tu vois, je n'ai pas donné l'info, hein. Je la garde. Par contre, alors quand je travaille sur des bases comme ça, à la fois parapsy et à la fois bibliographiques, de recherche scientifique et autres, j'essaye d'arriver à quelque chose qui ait une cohérence. Alors ça ne veut pas dire que je propose une vérité. Effectivement, c'est un questionnement. Et ce questionnement, je le fais vivre à mes lecteurs par l'intermédiaire de mes personnages, qui sont en fait mes interprètes. Voilà. Donc c'est la technique que j'ai utilisée parce que ça permet de faire passer des idées, même qui peuvent paraître complètement délirantes ou farfelues, on s'en fout que c'est une fiction. Mais au moins chacun, à un moment donné, va se dire tiens, on m'a raconté ça, peut-être que c'est différent. Et chacun va essayer de trouver sa solution. Il y a aussi des choses qui se passent auxquelles j'attache une grande importance, c'est les synchronicités. Mes personnages ont beaucoup de rencontres par synchronicité. Et si je suis ici aujourd'hui à Orange, c'est par synchronicité. Parce qu'un jour, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un jour, je cherchais une maison au sud de la Loire, j'ai acheté une maison en Charente-Maritime. Au fond du jardin, un jour, un druide vient me voir et me dit tiens, t'as un mini Stonehenge, en dessous il y a toutes les énergies, il prend les mesures, il y avait effectivement un mini Stonehenge de 33 mètres de diamètre. Dites 33, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne doit pas être des francs-macs qui l'ont construit, ce truc-là. Et il se trouve que ce mini Stonehenge est sur la base d'un triangle de trois comment dire, on appelle ça, des pierres préhistoriques. Il y a une pierre folle qui se trouve à Montguillon, il y a aussi un menhir et un dolmen, et les trois font un triangle. D'ailleurs, ce travail avait été fait par des hommes préhistoriques, mais en tenant compte du nombre pi. Chose étonnante, parce que normalement, on ne devait pas connaître le nombre pi. Encore une anomalie, j'adore les anomalies, parce que c'est là qu'on commence à se poser des questions, et à se dire, tiens, on m'a raconté des conneries, donc à partir de là, ça fait un peu d'émulation cérébrale, et c'est pas mauvais. Et donc, quand on part, si je trace un trait de la médiane de ce triangle, que je la relie à la pierre folle qui fait la pointe du triangle, le sommet du triangle. Je vais tout droit, j'arrive à Orange, je continue, je suis au Vatican et je finis à Élysée, avec la forme de la Terre. Et donc, d'abord, il y a des tas de chercheurs qui ont travaillé sur des lignes, celle-ci m'a été donnée, cette ligne, elle est nulle part. Donc, du coup, j'ai continué, je me suis dit, elle va où après, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a dans les autres directions, et est-ce qu'il y a un carrefour. Et il se trouve qu'il y a un carrefour ici à Orange, sur le plateau Saint-Eutrope, qui va vers 8 directions. Donc tout ça, je fais explorer ça par mes personnages, savoir pourquoi ça a été mis là, probablement par les Celtes ou une civilisation antérieure que les Celtes ont retrouvée. Et il y a des énergies incroyables là-haut, mesurées avec une application iPhone qui mesure les densités électromagnétiques en micro-Tesla. Et on a pu constater qu'effectivement, on a là des énergies bien particulières qui peuvent se réactiver avec des procédés parapsy. Bref, tout ça, mes personnages explorent et cherchent à lever un peu le voile l'un après l'autre, en sortant, je répète ce que je parlais de ça au début, en sortant de l'astral, des informations qu'on peut obtenir par channeling, des informations qu'on peut obtenir par égrégore, c'est-à-dire par création d'entités, par des croyances religieuses. Donc il faut déjà sortir de tout ça pour commencer à arriver à un état de perception infinitésimal, très 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 faible, petite voix qu'on entend. Quand vous entendez des voix,
celle qui est la plus juste, c'est celle qui est la moins audible. Donc il faut aussi s'entraîner à ça. Donc on peut, effectivement, ce que je fais, vous pouvez apprendre à le faire, vous pouvez le faire vous-même, et vous verrez que vous accédez à une finesse d'intuition de plus en plus grande, et que vous pourrez vérifier un certain nombre de faits que vous avez perçus, et vous pouvez les vérifier dans la réalité. Ce qui est important, pour pouvoir avancer, il faut pouvoir toujours vérifier dans la réalité ou dans les expériences scientifiques, donc pas les théories, parce que des théories, je n'en ai pas qu'on veut, autant que de physiciens par exemple, mais on a besoin surtout de vérifier sur des faits expérimentaux les choses qui fonctionnent. On peut prendre le cas de la mémoire de l'eau, tant décrié, qui avait découvert Jacques Belveniste, qui en fait n'était pas le premier, mais Jacques Belveniste, qui était un très très grand chercheur français, un grand trouveur, avait aussi des prédécesseurs, mais il les a pas nommés. Il y a un certain Preparata, il y a un certain Ansaloni, ça fera plaisir aux Italiens, ces deux Italiens, qui ont les premiers trouvé les secrets de la mémoire de l'eau, qui s'efface. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'eau comme une bande magnétique, on peut lui mettre des informations biologiques, et on peut les utiliser cette information pour se soigner. C'est ce qu'on fait avec l'homéopathie. Et donc, ce gars qui travaillait là-dessus, à la fin de ses recherches, a trouvé un système pour remplacer les médicaments par un signal électromagnétique qu'on pourrait dispenser par l'ordinateur et un petit stylet. C'est-à-dire que vous mettez sur certains points d'acupuncture, quand on vous indique, vous mettez le stylet, il vous donne automatiquement la pathologie, et vous pouvez, en appuyant sur un bouton, envoyer le message qui corrige cette pathologie, par opposition de phase. Il a mis ça au point, il est mort 6 mois après, sur une table d'opération linéaire. Et à chaque fois que quelqu'un trouve des choses comme ça qui menacent les lobbies, il disparaît. Et dans la science, c'est monnaie courante. Je peux en citer des dizaines, et en France, et si on cherche sur le monde entier, des milliers. Sauf si ils ont la mauvaise idée, ou la bonne idée pour eux, mais la mauvaise idée pour l'humanité en général, de signer un contrat avec les forces militaires, avec les laboratoires qui ont des accords de secret, etc. etc. Sauf si ils sont accrédités au dernier niveau, comme disent les Américains, over secret. Donc voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ce qu'il y a dans la tête des gars qui sont over secret pour leur raconter. Voilà, j'arrête là ce petit exposé. Il m'a sorti un peu du sujet, mais bon. Est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas à poser des questions simples, même iconoclastes complètement, si ça peut vous éclairer. On va simplement savoir, pour toi, c'est quoi la frontière entre ta réalité et ta fiction? Tu peux répéter? Entre ma réalité? C'est quoi ta réalité et ta fiction? Mais là, au début, c'est la question, c'est la frontière. Quelle est la frontière pour toi? Ah, la frontière entre ma réalité et ma fiction, c'est une excellente question. La frontière entre ma réalité ou la réalité? Ma réalité, ma fiction. Ça, c'est une bonne question. Ma réalité, je ne la considère réelle que lorsqu'elle est confrontée à la réalité en général. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, ma réalité est celle des expériences, des résultats. Je suis en fait un grand dubitatif. Et y compris jusqu'au point où j'ai décidé de douter du doute, ce qui est le comble du dubitatif. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans ma réalité, c'est celle qui va avoir le plus gros potentiel fictionnel, tout en restant en prise avec le réel, non pas le réel tel qu'il est admis par la majorité des gens, tel qu'on leur enseigne, mais par toutes les anomalies scientifiques qu'on trouve et qui ont vraiment un fondement important. Je vais prendre un exemple. Il y a une expérience qui s'appelle l'expérience de Aharonov-Bohm. Alors vous connaissez sans doute les interférences de Jung. On envoie de la lumière à travers de fentes et on obtient des franges d'interférence. Hein. Et donc on a fait la même chose avec des particules. Enfin, Aharonov et Bohm ont fait une expérience avec des particules. Ils ont obtenu des interférences avec un électroaimant, comme sur un écran cathodique.
Et puis à un moment ils ont dit, bon, avec l'électroaimant, on obtient une influence magnétique sur les particules, ça les oriente de telle et telle manière, donc on obtient telle frange. Ils ont blindé l'aimant pour voir s'il subsistait quelque chose, encore des interférences, sans l'aimant, puisque c'est l'aimant qui provoquait. Mais ils voulaient savoir ce qu'il y avait dessous, parce qu'on se dit, le magnétisme c'est très bien, mais il y a un certain nombre de recherches scientifiques qui disent, sous le magnétisme, il y a d'autres forces, et l'électromagnétisme n'est qu'une apparence, qu'un effet secondaire de ces forces. Donc ils ont blindé l'aimant, il n'y avait plus du tout de champ magnétique qui influençait les particules, et les interférences sont restées. Ça veut dire que les aimants étaient là, mais il n'y avait plus de champ magnétique, mais leur présence faisait que quand même les interférences étaient là. Donc ils ont appelé, sans pouvoir nommer cette force, ils l'ont appelé le potentiel vecteur. Donc on en est resté là. Et évidemment, quand on fait un certain nombre d'explorations, de guérisons, ou de choses comme ça, on dit il y a des magnétiseurs, donc on va magnétiser, etc. En fait, on apporte autre chose. Qu'est-ce qu'on apporte? Ça, c'est une autre question que mes personnages cherchent aussi, à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le monde magnétique, qu'est-ce qu'il y a derrière l'électromagnétisme. Alors Einstein, à un moment, travaillait sur l'éther, puis il a abandonné la notion d'éther. On en arrive à se dire, bon, quelle est cette matière qui n'est pas matérielle et qui sert de support vibratoire en magnétisme. Donc on est sur, comment dire, pour donner une image simple, vous jetez un caillou dans une mare, vous obtenez des ondes. Dans l'espace, vous jetez un caillou, vous obtenez des ondes aussi, mais elles sont invisibles. Donc c'est ces forces-là, c'est ce que certains appellent la matière noire, tout le monde la cherche, mais sans arriver à la trouver, qui correspond quand même à 95% de la matière qui devrait être présente dans l'univers. Heureusement, on peut donc on arrive à des questions sur le monde éthérique, sur le corps éthérique, sur le corps akashique, sur des choses qu'on ne sait pas voir ni mesurer, mais qu'on peut ressentir en état modifié de conscience. Donc par des moyens parapsy, comme je disais tout à l'heure. Donc la réalité qui m'intéresse, c'est la réalité, cette réalité-là cachée derrière la réalité visible. Et c'est dans cette mesure-là qu'elle est très très fertile en fiction, puisqu'on arrive à travailler sur l'âme, sur la conscience, sur des choses comme ça. Par exemple, il y a des études récentes qui ont montré que la conscience n'est pas dans le cerveau. Le cerveau n'est qu'une interface, un émetteur-récepteur. La conscience est extérieure. Ah oui, extérieure, mais elle est où? Comment on fait? Et comment se fait-il qu'étant extérieur, on puisse, à partir de cette conscience extérieure, toucher la conscience de quelqu'un d'autre et communiquer avec lui à distance? Comment se fait-il qu'on puisse trouver une idée qui est dans l'air, comme ça, dans la conscience collective qui se promène? Et quelles sont les relations humaines qu'on peut établir à partir de là? Dans la mesure où on est en contact de conscience à conscience, on s'aperçoit que l'autre c'est moi et qu'on ne peut plus dire je, mais plutôt nous. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et si je fais, toi fais du mal à toi, tu me fais du mal à moi. Et là on peut augmenter le niveau de conscience morale qu'on peut avoir de la vie ensemble, en société. Donc la réalité devient presque racine de politique, organisation de la cité, etc. Donc c'est là que ça devient véritablement passionnant et que c'est une réalité que je fais mienne en tant que recherche, objet de recherche, mais que je ne définirai pas comme la réalité, bien évidemment. Elle est multiple. Tout dépend de la conscience, de ta projection mentale. Alors, ce qu'il faut savoir, et je pense que vous savez tous ici, c'est qu'on en est au stade de projection mentale. C'est-à-dire que nous pouvons voir, même si c'est dans l'invisible, uniquement ce que notre conscience est capable de voir. C'est là qu'il faut, si on veut, et si chacun veut, se déformater, c'est-à-dire enlever à partir du moment où on voit un personnage, que l'on voit quelque chose de sensé, c'est une projection mentale. Donc il faut travailler absolument pour virer tout ça, de manière à rentrer dans le microcosme, qui va nous laisser après rentrer dans le macrocosme. Qu'est-ce que le microcosme? C'est grâce à Alex Vick, j'ai pu rentrer il y a quelques années dans mon ADN. Et à partir de là, j'ai eu, je ramène le sujet à moi encore, d'habitude, vous connaissez, j'ai pu donc rentrer dans mon microcosme et je me suis rendu compte que j'avais, que je pouvais devenir la table, devenir la matière de la table, enfin bref, rentrer dans l'infiniment petit. Avant d'en arriver là, j'ai été comme beaucoup, j'ai vu des personnages arriver, Isis, Osiris, quand je les ai vus arriver, ceux-là, j'ai dit mais ils bougent pas et quoi, c'est à d'autres. Donc j'ai accepté les images parce que ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on a accès à une énergie, rien d'autre. Et après je me suis dit Nathalie, hop, vire tout ça. Ce qu'il faut c'est que tu captes vraiment la chose,
sans projection mentale. Et c'est là que ça devient intéressant, à part qu'on n'a pas forcément les réponses, parce qu'on rentre dans des choses que l'on n'a pas apprises ni dans les livres, et des fois on voit des choses, on ne comprend pas, on va les comprendre 2 ans, 3 ans, 6 mois après. Donc ça devient très compliqué. Donc ne pas oublier ce truc de projection mentale. Chacun voit suivant son niveau de conscience. À chacun de nous, s'il veut, de se déprogrammer et d'avoir accès à quelque chose de plus pur, entre guillemets. Voilà. Je rends le micro. Encore faut-il être récepteur. Tout le monde est récepteur. Le seul hic que nous avons tous sur cette terre, c'est que nous avons le mental. Le mental est régi par le cerveau gauche. Le cerveau gauche ne peut nous laisser vivre une expérience à la seule condition que lui-même l'ait vécue. Le hic, c'est qu'il ramène toujours sa fraise. Donc il faut trouver le moyen. Je les connais. Je peux vous les donner en disponibilité à la boutique, sans acheter, de manière à arrêter le mental, de manière à que vous viviez une expérience. Et à partir du moment où l'expérience est vécue, le mental dit « Ok, merde, je prends une pierre » et ça fonctionne. C'est-à-dire que le mental, on va passer en mental supérieur. C'est-à-dire qu'on va oublier tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, vivre une expérience. Et à partir du moment où tu as vécu l'expérience, le mental l'a accepté, et après ça t'ouvre à tout. Ok, le mental a compris que je tiens un truc, ça a forcément une influence sur moi. Un personnage a une influence sur moi. Après, il faut décoder tout ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est le mental qui nous freine tous. On est tous sensitifs. Voilà, mais voilà. Donc tu sais les choses et tu me poses des questions. Non, je te pose des questions parce que je sais très bien que moi je suis pas récepteur. Parce que tu es dans le mental. Après, il y a plein d'autres facteurs, comme les peurs. Souvent, je vais parler de sensitif, c'est une expression que j'aime beaucoup. Si on est honnête envers nous-mêmes, très jeunes, beaucoup d'entre nous ont vécu des expériences jamais agréables, parce que c'est jamais agréable quand on est jeune. Et pour des raisons qui sont propres à chacun, plein de personnes ont occulté ça, par survie. Alors après, quand ça se réveille, quelques années après, il faut de nouveau revirer tout ça, les peurs, de manière à s'ouvrir de nouveau à ces perceptions qui ne sont pas toutes très agréables. Voilà, donc ce n'est pas que c'est parce qu'il faut faire un travail sur toi, et c'est pas le moment, et t'en as pas envie, et c'est ton droit, Voilà, c'est ton droit. Et quel est ton gauche? Et quel est ton gauche? T'as un bon gauche? T'as un bon gauche? Une autre question? Quelqu'un veut dire quelque chose? Si c'est pas une Bon, est-ce question. que quelqu'un a lu le bouquin quand même pour poser une question sur le bouquin? Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur un des sujets qu'on vient d'aborder? Et Grégor, Akasha, vous savez tout ce que ça veut dire? Non, pas vous. J'aurais une petite question. Non, vas-y. Oui, juste une petite question. On a tous lu ici, je crois, le bouquin d'Alex. Comme on a compris qu'il se passait du mind control, donc du contrôle sur l'esprit des gens. Comment on peut sortir de ça? Alors là c'est une question pour Frédéric Morin qui a fait une grosse enquête et puis qui a travaillé énormément là-dessus. Mais avant de lui donner le micro, parce que je sais que tu vas avoir envie d'en parler, toi aussi, oui, donc voilà. Tout dépend du contrôle mental qui est exercé sur nous. Le contrôle mental le plus courant, le premier, c'est l'école et les médias. Alors les médias, on en prend bien partie, évidemment, parce que c'est ceux qui nous font avaler de la peur toute la journée. Ce monde est méchant, ce monde nous menace, nous sommes là pour vous sauver, pour vous protéger, et à chaque fois qu'on vous montre des peurs, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous vendre de la sécurité et restreindre vos libertés. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment, et en plus ramasser du fric au passage. Donc ça c'est la manipulation la plus fréquente et la plus répandue. Celle-ci, je dirais que c'est la manipulation douce. Donc je ne veux pas en arriver à des choses qui risquent d'être anxiogènes. Oui, vas-y. Juste 2 secondes. Alors, parce que là on parle des émotions, d'accord, la peur. Alors il faut savoir juste une chose. Le plexus solaire qui est placé là est le lieu des émotions, d'accord? C'est la limite entre le ciel et la terre. Ils ne veulent pas qu'on se connecte ni au ciel ni à la terre. Donc ils vont jouer sur les émotions
pour nous éviter justement d'avoir ces connexions, aussi bien vers le haut que vers le bas. Vous avez bien compris que je ne parle pas d'ange gardien, je ne parle pas de guide, je ne parle pas de tout ça, je parle d'énergie, ciel, terre. Donc en nous mettant dans la peur, il nous retire la plus belle force que l'on a, l'assurance de ce que nous, on est réellement. Donc évitez, après faites ce que vous voulez, tout ce qui est journal télévisé, tout ce qui est anxiogène, plus ils vont réussir à qu'on réveille ça en nous, et plus ils gagnent, ils ont du terrain sur nous. Alors après, c'est d'autres débats, hein, mais bon, rappelez-vous, les émotions, c'est notre premier point faible. Et on connaît tout ça, hein, l'émotion, donc c'est le premier travail à faire. Alors oui, pour parler de l'émotion provoquée, certains stratèges américains et autres, même ce qu'on appelle une stratégie du choc. Alors, vous avez tous vu évidemment l'effondrement des taux du 11 septembre, l'effroi que ça a provoqué, et la prise de conscience que c'est pour 3500 personnes et quelques qui étaient là-dedans, y compris les 600 pompiers qui étaient montés pour secourir les gens là-dedans, se sont fait écraser comme de vulgaires fourmis, et donc ça a été une onde de choc terrible autour de la planète. On a noté d'ailleurs à ce passage-là que dans certaines grandes universités à travers le monde occidental plutôt, aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Japon, il y avait des détecteurs, on appelle ça des détecteurs à bruissement blanc, des diodes à bruissement blanc, qui sont là pour détecter les réponses émotionnelles de dépopulation du globe à différents événements médiatisés sur le plan mondial. Là, c'était un excellent cas, et donc il y a eu un pic émotionnel mesuré absolument énorme le jour où ils ont diffusé ça. Le problème... Attendez, laissez-moi finir. J'ai dit le jour. Ils sont trop informés, ceux-là, ils veulent que je donne les réponses avant j'ai parlé. Oui, ils ont raison, mais non. Donc, le petit problème qu'il y a eu, et qui est quand même très intéressant en termes de faculté parapsie humaine, c'est que la réponse émotionnelle aux images a été captée 1 minute et demie avant l'impact. Donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas que les animaux qui sentent les catastrophes, c'est vrai que nous aussi, mais on n'en est pas conscient. Par contre, ceux qui nous observent et qui nous contrôlent savent qu'on est comme ça. Ça veut dire que surtout, ils peuvent avoir un impact émotionnel avant que nous en ayons conscience. Et donc on est là dans le subliminal, on est là dans des suggestions à partir d'images. On est toujours décalé par rapport à ce que notre inconscient sait. Voilà, notre inconscient le sait, mais si on n'accède pas aux perceptions de notre inconscient, bien on se trouve, comme tout le monde, pris par l'émotionnel de la chose. Alors sinon on est averti avant, on sait ce qui va se passer. On se devine qu'il y a derrière ça quelque chose qui n'est pas très normal. Donc voilà, en tout cas, on n'est pas aussi exposé au premier choc. Voilà, donc apprenez, c'est vrai qu'il est très important d'apprendre à communiquer avec son inconscient. Consciemment avec son inconscient. Donc voilà, donc ça va, le délai d'une minute et demie, c'était bien ça que tu voulais dire. Avant le... Oui. Donc, tu voulais parler. Je veux en parler un petit peu. Je veux bien en parler un petit peu. Du contrôle mental. Donner des exemples précis. Oui, parce qu'après, il y a d'autres techniques. Là, on a parlé du contrôle mental doux, c'est-à-dire médiatique. Hein. Après, voilà. Le contrôle mental, il passe par un trauma qui va augmenter votre suggestibilité. Alors, je vais donner des exemples très simples. Peut-être qu'on a des anciens ici qui se rappellent de l'assassinat de Kennedy. Est-ce que quelqu'un a été suffisamment grand pour se rappeler de l'assassinat de Kennedy? Alors, est-ce que vous vous rappelez exactement où vous étiez au moment où Kennedy a été assassiné? Oui, d'accord. Vous voyez, on a un trauma international concernant l'assassinat d'un homme qui était aimé par tout le monde, et chaque personne, au moment de l'assassinat de Kennedy, se rappelle précisément où elle était. Voilà. Maintenant, il y a eu un discours d'investiture d'Obama à une époque. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle très précisément s'il était là, ce qu'il faisait,
Il y a un ovni qui est passé, je suis désolé. Eh bien non, personne ne va s'en souvenir. Maintenant, une autre question pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les médias et augmente votre suggestibilité. Est-ce que parmi vous, vous vous rappelez exactement où vous étiez et ce que vous faisiez le 11 septembre 2001? Levez la main. Voilà. Donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'un trauma est impacté, vous avez un niveau de suggestibilité qui est énorme et tout le monde se rappelle précisément ce qu'il était en train de faire, où il était, exactement au moment où ont eu lieu les attentats du 11 septembre. Donc ce sont des mécanismes humains très très particuliers qui fonctionnent par trauma. Moi je sais que mes grands-parents, ma mère et tout le monde se souvient de l'assassinat de Kennedy. Ils sont capables de dire ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils étaient en train de penser, où est-ce qu'ils étaient exactement. Et par contre, si on leur parle de, je sais pas moi, du premier discours de Gorbatchev et tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc la suggestibilité est augmentée par le trauma. Ce qui fait que pour passer une nouvelle loi, passer de nouvelles dispositions liberticides concernant un peuple, on va instaurer un trauma collectif et ensuite on va pouvoir très facilement, comme le disait Machiavel, quand on suscite la peur, on possède l'âme de l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on voit bien que c'est une expérience qu'on a tous vécue, puisqu'on sait exactement où on était le 11 septembre. Alors que pour d'autres événements bien plus importants, du point de vue civilisationnel, eh bien, on n'a aucune foutue idée de ce qu'on était en train de faire. Et donc, on a des mécanismes d'intégration et de suggestibilité augmentée avec les traumatismes. Et le système du contrôle mental, qu'il s'agisse de niveau individuel ou niveau collectif, fonctionne selon ces procédés. Ce qui veut dire que si on va passer à une gouvernance mondiale, selon ces protocoles-là, il va falloir qu'on arrive à impacter de manière traumatique l'ensemble des populations mondiales, de manière unilatérale, unifiée, pour faire passer quelque chose de totalement nouveau ou un paradigme gouvernemental ou politique qui n'a jamais été pensé auparavant. Et c'est ça, j'en resterai là, parce qu'il bon, y a plein d'autres choses. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent Cathy O'Brien, avec Mark Phillips, etc. Mais, et voilà ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale se fait par traumatisme, augmentation de la suggestibilité individuelle et collective, et ensuite mise en place d'un paradigme ou de loi qui n'était pas possible de passer avant le trauma. Et voilà, j'en resterai là. C'est l'entrée, je dirais, du mind control, qu'il soit individuel ou collectif. Voilà. Moi, je voudrais faire une petite transition pour quitter toutes ces informations anxiogènes. Parce que dans ton roman, tu parles d'enfants arc-en-ciel. Donc, puisque on est là pour les enfants, c'est quoi être un enfant arc-en-ciel? Donc il se trouve que ce que les partisans du mind control n'ont pas prévu, c'est qu'il y ait, comment dire, la société secrète génère son antidote. C'est-à-dire qu'on a remarqué, et là je parle de Nathalie et de moi, parce que vu qu'on a la boutique, on tient la boutique 4 places aux herbes, on a remarqué des enfants avec des capacités incroyables, dont celle que j'ai choisie comme personnage du premier chapitre, qui en est pensé directement et qui a d'autres aptitudes. Et puis on a rencontré un certain nombre de jeunes qui ont des aptitudes incroyables qu'on ne connaissait pas avant. Donc on va dire, pour simplifier, pour donner une image que tout le monde va comprendre, il y a des X-Men qui naissent. Donc ça c'est quand même vachement intéressant. M'attendez pas à ça. M'attendez pas à celle-là. Et donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir, et ça veut dire que en même temps ils sont touchés aussi, ils sont impactés peut-être plus que d'autres encore par ce contrôle, mais en même temps ils finissent par trouver eux-mêmes leur propre mécanisme de défense avec
des idées auxquelles, des attitudes auxquelles on n'avait pas pensé, des réflexes en fait de survie, de défense, auxquels on n'avait pas pensé. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre dans ce livre comme héros principaux qui vont arriver petit à petit, des enfants de moins de 15 ans, avec leurs aptitudes, et qui vont, dans mon histoire, parce que j'aime pas les histoires de violence, etc., qui vont petit à petit mettre en échec les plans du nouvel ordre mondial. C'est grâce à ces petits enfants qu'on va pouvoir agir sur les choses. Et comme j'ai eu dans le passé des résultats de mes écrits assez surprenants, à savoir que, là ça serait un autre débat parce que sinon on a pour 2 heures, il se trouve que j'ai créé des personnages, enfin j'ai imaginé des personnages et je les ai rencontrés dans la vraie vie à maintes reprises. Là je suis parti du personnage qui existe, mais avec des conséquences qui risquent aussi de se produire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je capte ce qui se passe demain. Et donc finalement, comme j'écris des choses positives et que ça se finit bien, et qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de guerre dans mes histoires, il y a des gens qui voudraient faire la guerre, il y a des gens qui voudraient tuer, etc. Mais ça se finit toujours bien et le nouvel ordre mondial se fait botter le cul à la fin du compte. Voilà. Donc j'espère contribuer au moins par là, d'une part à ouvrir un petit peu, à permettre aux gens de changer de grille de lecture sur l'histoire, sur le présent, sur la politique, sur toutes ces choses-là, y compris sur la science peut-être, et au-delà de ça, retrouver l'espoir dans le devenir et ne pas se laisser influencer par la peur qu'on nous assène à longueur de journée dans les médias. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ces enfants naissent? Est-ce qu'on peut actuellement expliquer, alors je ne dis pas forcément de façon scientifique, puisque voilà, on va calmer le débat, est-ce qu'on peut expliquer comment se fait-il qu'il y ait autant d'enfants qui naissent avec des aptitudes? J'en sais rien du tout. Comment ça, t'en sais rien? J'en sais rien. Merci. Non. Dis-le toi si tu le sais. C'est en réaction à alors, non, alors, parce que je pense mais tout le monde le sait. On a bien compris que notre génération, la mienne, est arrivée avec les ordinateurs, d'accord? On a dû apprendre à travailler avec les ordinateurs. Vous avez tous remarqué que les enfants, dès 1 an, ils savent le faire. Pourquoi? Parce qu'on est venu ici, nous, pour apprendre. Et comme on a appris, tous nos descendants vont savoir faire ce que nous, on a appris. D'où cette progéniture qui est là, parce que plus ça va, plus les gens s'éveillent, et plus ils apprennent des choses sur eux-mêmes, et plus ils veulent sortir de tous ces systèmes de croyances, voire même chamaniques, c'est sortir même du chamanisme, pour aller au plus pur. Et ces enfants naissent d'instinct avec nos acquis, c'est-à-dire qu'on est là pour, dans cette difficulté, avancer pour ceux qui vont naître, et ce que nous on a gagné, en gros. Voilà pourquoi ces enfants naissent. Ce ne sont pas des enfants du futur, ce ne sont pas des enfants des étoiles, on est tous faits avec des éléments des étoiles. C'est juste des enfants qui ont gardé notre travail depuis, pas le nôtre, hein, et ceux de nos ascendants, descendants, ascendants. Bon, ouais, moi je me tais. Voilà, donc est-ce que quelqu'un veut faire une intervention, poser une question encore? Je trouve bien calme au fond là-bas. Cory, t'as rien à... Tu veux pas mettre ton grain de sel, Ginger, oui. Professeur Xavier, c'est à quand va-t-il avoir une école pour survivre? Joli, bravo. Voilà. Alors, tu as parlé de X-Men tout à l'heure. Oui. Une très bonne question de Franck Gilmar, qui est à quand une école pour surdoués? Alors ça existe déjà. Il y en a une à Nice, je crois qu'il y en a une à Paris, des trucs super chers, des pensions, etc. Et pour enfants surdoués du cerveau gauche, avec un gros QI. Mais on ne sait pas mesurer le quotient intuitif. On s'en fout complètement de ça. Et émotionnel. Et émotionnel. Donc voilà, donc l'ensemble des choses. Donc comme ça n'existe pas, je me suis dit, puisque ce que j'écris se produit, j'ai imaginé une école de ce genre qui devrait être là-haut sur le plateau des dentelles de Montmirail, hein, dans un joli domaine, en 2022. Donc bon, c'est pas trop loin. 7 ans. Ouais, bon, on va pas être pessimiste. Et puis aussi une université, mais là j'ai triché parce que l'université, je connais le projet. Pour le moment ça bloque à cause de la mairie, mais une université d'archéologie qui est prévue à Orange
Voilà, il y a déjà des soutiens politiques pour ça. Mais là, moi, je m'en mêle pas, moi, la politique, ça m'intéresse pas. Mais donc il y a ce projet, Université d'archéologie et sur le nucléaire pour le démantèlement des centrales, et puis il y aura un troisième volet, je ne sais plus quel, enfin peu importe, ce serait quand même pas mal pour la ville d'Orange, mais ça ne répond pas à ta question. Pour répondre à ta question, effectivement, une école comme ça manque, et il faudra en faire une un jour ou l'autre. Est-ce que c'est des parents qui vont se grouper, ou est-ce que est-ce que la femme d'un Qatari ou autre, qu'on a marre que ces gosses-là n'aient pas de soutien, financera ça, j'en sais rien. Quand je dis un Qatari ou un oligarque russe, ou je ne sais pas. Là, c'est la fiction. En tout cas, on a un peu de fiction. Ou est-ce que ça sera la fille Bouygues, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça va se faire, puisque je suis en train de l'écrire. Alex, Oui. pour rebondir, cette là, tu m'as interpellé très télépathiquement, tu m'as compris que je me posais une question, parce que je sens un paradoxe là. Atali dit oui, les enfants bénéficient de ce qu'on a appris, etc. À côté de ça, il y a le phénomène d'oubli. Et il y a le fait que nous, on a accumulé des connaissances dans notre vie éventuellement, oublie. Il y a des civilisations qui ont procédé avec des connaissances qui dépassent celles de maintenant, oublie. Ouais. Donc, par rapport à cette information qui vaut ce qu'elle vaut, il y a un paradoxe. Oui, c'est l'astral. Tu réponds? Bah non, c'est à toi qu'elle parle. Non, ça veut dire. En fait, on est piégé depuis des siècles, et encore des siècles, et encore depuis encore plus longtemps que ça, dans l'astral. C'est-à-dire que quelqu'un, alors là j'ai pas la réponse parce que je n'ai pas encore vu, on se sert de notre corps astral. Des millions et des millions de passeurs actuellement amènent nos morts dans l'astral, et non pas de l'autre côté. Et alors là je ne vais pas pleurer. Donc, on promouvoit les sorties astrales, on promeut, on s'en fout, de toute façon ils le savent, je suis dyslexique, et j'invente des mots, on s'en fout. On nous fait croire que l'astral est une réalité. L'astral est le lieu de tout l'imaginaire, de toutes les possibilités, mais c'est que de l'illusion. Donc il faut passer au-dessus de ça. Est-ce que j'ai réussi à répondre un peu à ta question, Cory ? De loin, bah voilà, en gros, pourquoi t'oublies? Parce qu'entre-temps, on est parti, et qu'au lieu de repartir d'où l'on venait, on s'est fait piéger dans l'astral. D'où les mémoires que l'on retravaille depuis quelques... Oui, mais donc la connaissance, elle passe plus facilement, selon vous, aux enfants? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, la connaissance, elle passe pas... N'aurait pas le... Ouais, ça passerait mettre à la poste, et nous... Je peux te donner un point de vue. Je sais qu'avec mes fistons, j'arrive à transmettre des trucs sans leur parler, c'est étonnant. C'est un peu comme si on était à une époque où, quel que soit notre âge, on vit tous une épreuve commune, planétaire. On est tous confrontés aux mêmes difficultés d'ordre émotionnel, intellectuel, mental, affectif, etc. On est sur la même frange de souffrance, de choses à dépasser, et c'est valable pour notre génération et la génération qui vient derrière nous. Moi j'ai un fils de 19 et de 15 ans, et c'est comme s'il y avait une évolution très particulière qui fait que ce que moi j'ai pu acquérir en 20 ans ou 30 ans, j'arrive quasiment à leur transmettre, je dirais pas spontanément, mais presque. Ils ont le niveau de conscience que j'ai maintenant. Et moi, il m'a fallu 30 ans de boulot. Et eux, ils l'ont. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tous les enfants, de toute la nouvelle génération maintenant, je ne pense pas, mais parce qu'il y en a beaucoup qui sont phagocytés avec les nouvelles technos, qui sont extrêmement abaissés au niveau de la vigilance de la conscience. Mais je crois qu'il y a quand même des facteurs assez impressionnants qui n'étaient pas envisageables il y a 20 ans, il y a 30 ans, et que maintenant, si on a des gamins réceptifs qu'on a aussi relativement protégés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien on transmet d'un bloc. C'est ce que je vis. Alors voilà, donc ils n'ont pas besoin d'attendre 30 ans de travail, d'acharnement, de recherche et tout.
ils vont spontanément, par bon sens et tout, prendre tout de suite la bonne direction. C'est quelque chose qui transcende le temps, l'espace, et c'est notre époque. À notre époque, on vit ça. Oui, mais si j'ai bien compris, il y a un phénomène de occultation volontaire de la part de certaines instances. Et il semblerait que ces enfants, mais justement, ils auraient développé, comme vous dites, un antidote, ils pourraient passer au-dessus. Ouais. Ce que peut-être nous, on n'a pas encore réussi à faire, mais que mystérieusement, bon, ils ont trouvé l'antidote. Et ils passent au-dessus de grillage, enfin, il y a des tas de... Moi, mes deux fils, par exemple, par rapport à leurs professeurs à l'école, disent j'ai affaire à des autistes. C'est vrai, c'est étonnant ça. Autrement dit, les gens qui échappent. Voilà. Alors, il a fallu que je regarde mon grand parce qu'il passait le bac là. Il fallait préparer la philo quand même. C'était un peu dramatique, quoi. Et je lui ai dit, écoute, bon, je t'accorde le fait que ce soit des autistes, mais il y a des règles du jeu pour que tu aies ton bac. Tu passes ton bac, après tu poursuis ton cursus universitaire. D'abord, tu penseras après. Et puis après, tu peux t'amuser si tu veux. Et pour l'instant, il va falloir respecter un minimum de règles. Donc je lui dis, écoute, voilà, c'est telle règle pour la philo. Bon, tu as 3-4 de moyenne sur l'année. Bon, maintenant, tu vas avoir la moyenne au bac, c'est tout. Il a eu 11 au bac, ça s'est bien réglé, on a travaillé ensemble. Donc, ce qu'ils ont besoin, les jeunes, là, c'est de leur dire, voilà, dans cette société, bon, bah, tu veux faire ça, respecte les règles. Même si tu sais que les règles, c'est un paradigme extrêmement étriqué et que tu es capable de les dépasser. Donc, moi, je n'ai fait que leur dire, voilà, respectez les règles pour aboutir à l'objectif que vous voulez avoir, sachant que vous pouvez largement avoir un esprit plus large et aller au-delà. Et donc, voilà comment moi j'ai géré les choses, enfin je gère les choses avec mes fils. Maintenant, j'espère que d'autres personnes font pareil, quoi. Mais la question que je me pose, c'est le mind control, la question qui est en jeu. Oui. Est-ce qu'il a atteint un certain niveau d'intensité tel que la nécessité, je dirais, d'un point de vue, je ne veux pas, c'est mis en route au point de mettre en route, c'est justement ces enfants qui réagissent à ça, qui ont développé cette façon de contourner ce mind Je ne control. pense pas que le mind control soit comment dire, à l'origine d'une réaction de ces enfants qui développent ces facultés. Je pense que c'est l'inverse. C'est parce que de manière prévisible, des êtres ayant des capacités surclassant tous les paradigmes sociaux étaient prévus que le mind control s'est mis en place. Je pense que c'est complètement inverse. Je ne suis pas sûre. C'est mon point de vue, hein. Je donne juste mon point de La vue. question à se poser. Ouais, tout à fait. Alors après, il y a un autre truc aussi. On n'a peut-être plus besoin du micro. C'est que... Je vais te rajouter un petit truc par rapport au paradoxe de Lily et des facultés qui survivent à ça. À savoir, par exemple, quand on dit de père en fils, magnétiseur, guérisseur, enlève le feu, ma grand-mère enlevait le feu, quand le petit-fils enlève le feu, etc. La culture, on va dire poubelle, a disparu, elle a été oubliée, mais l'essentiel biophysique intégré dans la génétique, dans l'hérédité psychique, a traversé tout ça, et du coup, il n'y a plus de paradoxe dans ce cas-là. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent persister et évoluer avec des nouvelles études. Par exemple, le premier enlève le feu, la grand-mère enlève le feu en une demi-heure, le petit-fils, il fait tac, il claque des doigts et c'est parti. Et puis en plus, il y avait un autre ancêtre qui guérissait les zonas, et puis voilà, et lui c'est pareil, avec une grande facilité, il découvre comment on fait. Donc, je pense que... Comment C'est génétique pour toi ? Je peux pas dire si c'est génétique. Ce que je peux dire, c'est que s'il y a une persistance de la mémoire holographique, puisqu'en fait nos cellules contiennent des photons, chaque cellule a un photon, ce photon a toutes les fonctions inscrites, les fonctions organiques d'appartenance de la cellule à un foie, à un poumon, etc. Ces photons se transmettent. Et là, donc, on est dans une hérédité énergétique
on va dire ça, puisque le photon c'est de l'énergie. Et donc on est dans la mémoire holographique qui est la plus grande mémoire qu'on puisse imaginer. C'est des milliards de téraoctets, donc avec l'informatique on en est très loin. Et donc des tas de choses sont transmissibles de cette manière-là, à mon avis, d'ADN à ADN, puisque sans que ce soit dans la partie codante de l'ADN, le biophoton est inscrit dans le squelette ribose, qui est un cristal. Et c'est dans ce cristal que se trouve ce photon. La lumière venant du cristal, ça vous parle, je pense. Nous, on a été endoctrinés par Je voudrais revenir sur un point si je dis pas de bêtises, tout à l'heure, tu as parlé que c'est par 4 phases d'évolution. On est bien d'accord? Pas 4 phases d'évolution. D'abord déjà, personnellement, pour moi, la théorie d'évolution est fausse. Mais c'est pas 4 phases d'évolution. C'est 4 civilisations qui sont allées jusqu'au bout, soit qui ont été interrompues par catastrophe, soit, comme on le sait, pour la troisième, c'est fait péter la gueule à coups de bombe atomique, puisqu'il y a les traces. Sur un Mohenjo-Daro, on trouve des squelettes irradiés, dans le désert du Sahara et ailleurs, dans le désert de Moab. Il y a des traces de sable vitrifié, selon la seule méthode pour le vitrifier comme ça, avec la couleur qu'il a et tout, c'est l'arme atomique. Donc il y a déjà eu une civilisation développée qui a manipulé l'arme atomique et qui s'est fait péter la gueule. D'accord. Donc moi ma question est tout simple. Depuis tout à l'heure on parle du contrôle mental par des états puissants et de certaines personnes. Ouais, avec des lois si tu veux. Mais aujourd'hui on parle d'enfants qui ont des capacités mentales différentes que la nôtre, d'une certaine manière, ou plus évoluées que la nôtre. Tu penses qu'on est à la fin d'une civilisation ou du début d'une autre? Ça s'appelle Humanité 5.0 parce qu'effectivement on est à la 4e et que d'aucuns voudraient qu'il y ait une apocalypse. Ils trouvent que 7 milliards d'individus, bientôt 10, 11, etc., c'est beaucoup trop. À la rigueur, on peut être d'accord avec ça, mais il y a des moyens peut-être plus doux de diminuer les populations. On connaît le truc, sans aller jusqu'aux campagnes de vaccination avec des produits abortifs comme c'était fait au Venezuela ou en Inde, sous l'égide de l'OMS. Donc on peut très bien diminuer la population. Seulement ce que veulent ces gens-là, c'est d'un seul coup une grosse réduction de la population. Donc ce qu'il faudrait, puisque ça rapporte un mort, rapporte une fortune à ceux qui financent les guerres. Donc il y en a qui voudraient effectivement qu'il y ait une dernière guerre. Mais s'il y a une guerre maintenant, elle va se terminer en apocalypse. Moi j'ai pas voulu raconter l'histoire d'une guerre apocalyptique, ça m'intéresse pas, je veux pas de violence. Donc j'ai considéré que les efforts qui étaient faits par le nouvel ordre mondial, il ne faut pas le nommer, sont de faire de la manipulation génétique pour arriver à faire des esclaves bien gentils, ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire faire des êtres humains hybrides entre l'informatique et l'être humain, faire des cyborgs, qu'on n'aurait plus besoin de payer pour qu'ils travaillent, qui seraient obéissants en tout, qui feraient tout ce qu'on leur demande et qui se contenteraient de ce qu'on leur donne, sans jamais se révolter, etc. Il y a un rêve de domination complètement par des psychopathes qui veulent régner sur une planète de ce genre. Donc il y a beaucoup même si vous tapez transhumanisme sur Internet, vous allez voir un tas de recherches qui sont faites, même dans des universités, dans cette direction-là. On commence par nous dire vous allez être des objets connectés. On est objet connecté avec notre téléphone, bientôt on sera objet connecté avec une puce sous la peau. C'est déjà le cas d'ailleurs, il y a des gens qui sont déjà comme ça, qu'on pilote à distance, à qui on provoque n'importe quelle maladie simplement en appuyant sur un bouton. C'est-à-dire que le but de ces gens-là, c'est de transformer l'être humain en un drone pilotable à distance. Donc ça, hors de question. Et voilà, il faut les faire naître, heureusement. Donc ces jeunes qu'on voit apparaître, je dis que c'est l'espoir pour passer à une humanité 5.0 en douceur. Oui, alors là, je veux juste dire, parce que c'est incroyable. Il faut quand même que je dise pour finir de mon côté pour une petite note. J'ai appris à 2 mômes, quand je dis 2 mômes, c'est moins de 13 ans, à neutraliser les ondes d'un téléphone. J'ai pas eu besoin de leur expliquer parce que ces mômes-là, alors faut que je vous explique juste un petit truc. Pourquoi les enfants apprennent à marcher très vite, qu'ils parlent très vite? Parce qu'à fur et à mesure qu'ils voient quelque chose, même s'ils ne le font pas,
ils ont le même schéma dans le cerveau électrique que quelqu'un qui le fait. D'accord? C'est du mimétisme. Ce qui fait que ces mômes, quand moi je l'ai fait, je leur ai dit tu te mets en ressenti. Ils ont senti et ils l'ont fait après. Alors je ne peux pas en parler ce soir, c'est pour dire que c'est quelque chose de facile. Ils ont une arme en plus que beaucoup de nous ont perdu, c'est-à-dire qu'ils ont en conscience leur corps éthérique. Et à partir de là, tu peux tout ressentir. Donc ils vont se brancher sur une personne, ils vont voir le mécanisme de défense qu'ont la personne. Très bien, j'ai compris, et ils le refont, c'est génial. Sans expliquer. C'est ça la différence entre nous, les vieux, qu'on a besoin d'explications parce qu'on est cons, et les mômes qui voient parce qu'ils ressentent de suite. Ok, j'ai pas besoin d'explications, c'est le résultat que je veux. On a le paradoxe, c'est là, avec la nouvelle génération, et nous qui sommes encore, je veux comprendre, non, c'est, voilà. Ils font tout par mimétisme, c'est du délire. Nous, il nous a fallu 10 ans pour avoir ça, et en 2 secondes, pouf, c'est hallucinant. Non, c'est ouais, mais c'est des enfants en danger. Hein? C'est des enfants en danger. Non, parce que non, pas en danger, parce que regarde, ils ont... Pas en danger mental. En danger physique. Mais oui, mais regarde, les enfants aujourd'hui qui peuvent contrer le contrôle mental que fait certains États, ok, et qui peuvent devenir gênants. Tu sais, tu veux que je sois honnête et que je te fasse peur? Parce que là, on va... Parce que, voilà, soyons clairs. On va être clair. Il y a aptitude et aptitude. De voir des fantômes, c'est pas grave. De voir plein de choses, c'est pas grave. D'accord? Il y a des mômes qui naissent sur cette terre avec des aptitudes incroyables. C'est-à-dire qu'ils sont capables de rentrer dans un coffre-fort, de lire les papiers qui sont dedans. Hein. Ils naissent comme ça. Ces mômes-là, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'il y a sur cette terre, quelque part, quelque chose qui est relié à nos ondes cérébrales et qui capte tout. Et ces mômes-là, un jour, tu vois quelqu'un arriver à la maison, monsieur, on va s'occuper de vous, on va financer les études, et ces gamins, c'est terminé, ils vont travailler pour le gouvernement et pour l'autre côté. Voilà. Mais maintenant, plus ça va, plus dans les villes, partout, à Orange, regarde, on est à Orange, le trou du cul du monde, et on est au courant. Donc il faut être optimiste et dire que, bah, petit à petit, tout le monde sera au courant. Moi, je pense à la sécurité de ces enfants-là. Mais ils seront toujours en extrême sécurité physique, puisqu'ils vont être, au contraire, on va leur offrir les études les plus performantes. Ils vont même payer les parents, donc ne t'inquiète pas. Le problème, c'est qu'il aurait mieux valu que ces enfants ne soient pas détectés, qu'ils grandissent. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, en revenir à cette école, si un jour cette école a lieu, il faut qu'elle soit secrète. Il y aura 50% de cette école qui sera forcément secrète. Voilà. J'ai froid. D'autres questions avant de conclure? Il est bientôt 11h. Est-ce qu'il est possible que les enfants essentiels puissent soulever une révolution vis-à-vis de ces personnes-là, tout ça? Il n'y a pas besoin de soulever de révolution. Alors là, on rentre dans mon domaine, mais il y rentre aussi. C'est qu'il fut un temps où nous étions tous non influençables. Alors la plupart des gens ici me connaissent. On a autour de nous une partie qui n'est pas toujours écrite dans les livres, qui fait qu'avec ça, on ressent tout, que ce soit positif ou négatif. À partir du moment où tu es connecté à cette partie de toi, tu sais parfaitement ce qui est dans la vraie loi, ce qui est juste, et qui ne l'est pas. Donc tous ces mondes-là, ce qu'ils ont à faire pour l'instant, c'est prendre conscience. Ok, je suis dans ce monde-là, c'est pas bon pour moi, c'est bon pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais ils ne peuvent plus être influencés. On est juste là pour prendre conscience de ce monde-là. On est dans un monde de dingue. Après, pour juste une chose, choisir son camp. À partir du moment où on a choisi notre camp, le monde, il est comme il est. Tu n'es pas obligé de porter ton attention sur certaines choses. Tu vas te concentrer sur autre chose. C'est pas pour ça qu'il faut être dans le déni, mais tu choisis. Oh, regarder un film de guerre, ça me rend malade. Regarder un film d'amour me fait du bien. Tu vas faire quoi? Regarder un film d'amour. Sauf si t'es maso, et t'as le droit d'être maso. Voilà. Après, voilà, c'est pour te dire, il n'y aura pas de révolution, puisque c'est à l'envers. La révolution est à l'envers de la vie. Et ces mômes-là sont là pour la vie. Il y a aussi des mômes qui ne sont pas là pour la vie. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand on prend conscience, quand on est jeune, très jeune, on prend conscience de toutes les manipulations qu'on subit, on finit par trouver un moyen d'échapper à ça. Et que échapper à ça, si demain il y a 10 000, 100 000, 1 million qui échappent à ça, ça changera la donne.
Ça change la donne juste, par exemple, tout simplement par le phénomène du centième simple, parce que quand il y en a 100 000, c'est toute la planète qui change de perspective. Donc, il faut continuer, il faut être soi-même, faire ses bons choix, vivre, s'émerveiller, continuer d'être heureux de vivre, malgré tout ce qui est autour, ne pas faire attention à tout ce qui est là pour nous faire peur. C'est vivre, être heureux, et se débrouiller dans des conditions qui sont quand même de plus en plus difficiles, de plus en plus précaires. Et c'est pas grave. Il y a assez d'intelligence collective pour créer de nouvelles relations sociales et avec de nouveaux modes d'échange. Si l'argent ne sert plus, n'a plus de valeur, on prendra autre chose, on pourra vous trouver autre chose. Donc il faut garder espoir en l'intelligence humaine, et surtout celle des jeunes d'aujourd'hui, sauront s'adapter et créer un monde différent, sans passer par la guerre, la révolution. J'aime pas les physiciennes. Je crois qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que la violence mène à rien. Et à chaque fois, toute violence est programmée et récupérée et rapporte toujours à ceux qui nous oppressent. Donc, c'est pas une solution. Donc, il faut avoir des idées, mais pas des idées. On va finir là. Est-ce que les solutions pour échapper au mal contrôle? Ah putain, elle l'a demandé il y a une demi-heure. Donc pour ça, il faut effectivement affiner ses perceptions, faire confiance à son inconscient et son intuition. Donc passer en supraconscience pour échapper à ça. Et ça, on peut le faire que quand on vit tous les jours, sans la peur, sans émotion. Enfin, sans émotion, on peut avoir des émotions heureuses, donc il faut surtout rester lucide. Pour rester lucide, il faut éviter tout ce qui chante le cerveau, tout ce qui chante l'intelligence, à savoir les émotions fortes, la violence, toutes ces choses-là. Donc c'est concomitant. Le fait déjà de cesser de s'abreuver tous les jours aux médias qui diffusent de la peur, c'est déjà un gros Alex, on vit avec, hein, faut pas oublier. Hein. Donc là, quand t'as vu toi de rester chez à la maison et il faut cesser d'avoir peur. La peur, tu l'as quand tu prends ta voiture et tu vas croiser un gendarme. J'ai jamais peur quand je prends ma voiture, j'ai jamais peur quand je prends un gendarme, je me mets en mode invisible et il ne me voit pas. Donc il faut trouver en soi les ressources. Et en plus, favoriser par les mêmes procédés toutes les synchronicités positives qu'on peut avoir. Par exemple, celle de jamais être sous l'impact d'un contrôle mental violent du genre de ce dont j'ai parlé avec le yogi. Il faut comment dire, se mettre en condition pour échapper à tout ça par l'évolution de son niveau de conscience. À partir du moment où on échappe à l'astral, on échappe aux peurs de l'astral, à partir du moment où on échappe aux égrégores, on échappe aux égrégores de la religion, avec la souffrance, aux liturgies à la con qui nous maintiennent dans la peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Si tu n'as pas peur de la mort, tu n'as plus peur de rien. Donc il faut apprendre à ne plus avoir peur de la mort, qui est finalement la conclusion logique de la naissance, puisque la maladie la plus mortelle, c'est la naissance. C'est valable dans toutes les statistiques, il y a 100% de mort, 100% de naissance. Donc, est-ce qu'on prend conscience de ça, on n'a plus peur de rien? De toute façon, bon, ça va se finir comme ça, alors. Le plus tard possible, mais en attendant, putain, mais profitons-en, puis vers un coup, et voilà. On n'est pas au marché du mortel. Bon, voilà. Bon, moi je tiens à remercier nos amis du restaurant à la maison de nous avoir accueillis ici ce soir. On les fait finir un peu plus tard parce qu'après il faut ranger, etc. Donc on va être obligé de mettre un terme, malheureusement. On aurait pu débattre jusqu'à 3h du mat, mais pas ici. Et je dois dire que j'avais prévu de vous offrir le champagne. C'est fait, mais avec l'aide de deux patrons ici, Fred et Karl, qui en fait m'ont offert le champagne comme cadeau d'anniversaire. Donc c'est grâce à eux que vous avez le champagne ce soir. On remercie encore les amis musiciens du groupe Why Not, Georges, Fuster et Guy Pavon pour
leurs interprétations tout à l'heure, qui étaient vraiment donc là, à propos. Je sais pas si on peut finir parce que on n'a pas. Comment? Oui, et je voudrais aussi vous remercier tous d'être venus. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci, merci. Ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir ici parce que le but c'était d'abord de faire une réunion entre amis. On en a profité pour. Ça y est, t'es majeur? Je suis majeur, mais pas vacciné. Parce que je suis allergique à l'hydroxyde d'aluminium et au scolaire. Alors ça c'est con, mais je suis pas vacciné. Je n'ai pas encore tourné. Oui, je comprends la connerie, c'est fait depuis longtemps. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Je ne vais pas trop, je vais bien commencer. Et puis merci à ceux qui sont venus de loin aussi, parce que je sais qu'on a beaucoup de kilomètres. Comment? Et ceux qui sont venus de loin, c'est pas grave. Et ceux qui étaient à côté, c'est pas grave. Merci beaucoup à tous. Merci Fabrice pour ton compliment.